Le 28 août 1954, dans une petite maison de Bois-Saint-Denis, hameau de la commune de Reuilly, un homme choisit de mettre fin à ses jours par injection à l'âge de 75 ans. Ce jour-là disparaissait un marchand forain, d'apparence paisible, qui pourtant avait fait trembler la société du début du siècle. Alexandre Marius Jacob, 50 ans auparavant, défiait ses juges de son box d'accusés. Le 8 mars 1905 s'ouvre à Amiens le procès d'une bande de cambrioleurs appelés les Travailleurs de la Nuit. Loin d'être une banale association de malfaiteurs, le public découvre une organisation incroyable ayant mis au point des techniques de vol inédites. Le procès met à jour une logistique imparable. Plus de 150 cambriolages qualifiés. Plusieurs groupes de cambrioleurs agissaient simultanément jusqu'à plusieurs fois par jour, se déplaçant par train d'un cambriolage à un autre. Paris, Reims, Compiègne, Reuil, Saint-Quentin, Cherbourg. On peut lire dans Le Petit Parisien. Toute la bande arrivait dans la ville par le premier train. Chacun des membres était vêtu sobrement et portait en bandoulière une volumineuse sacoche de cuir noir dans laquelle étaient rangés les instruments de travail. Sur place, le plus fluet de l'équipe était chargé de s'introduire dans les caves de la maison en se faufilant par le soupirail. Une fois dans la place, il allait de l'intérieur du vestibule ouvrir à ses complices. Les objets précieux, argenterie, tableaux rares, bijoux, objets d'art, étaient soigneusement ficelés, étiquetés, emballés, étaient mis dans des valises ou des malles prises sur place, puis expédiés par train. Quand le vol était signalé aux policiers de la ville, l'argenterie était déjà chez un fondeur ou un receleur, les diamants, les perles fines et les bijoux rares expédiés à Londres, La Haye ou Amsterdam. On évoque un butin total de 5 millions de francs de l'époque, soit près de 15 millions d'euros. Les outils retrouvés à la pointe de la technologie, parfois même importés des États-Unis, n'avaient jamais été recensés jusqu'à ce jour. La valeur d'une de ces trousses de cambriolage, aussi appelée contrebasse, pouvait valoir jusqu'à 10 000 francs, près de 30 000 euros d'aujourd'hui. Mais en dehors des méthodes exceptionnelles de ces voleurs, on découvre surtout qu'ils agissaient animés par des principes philosophiques. Leur chef, Alexandre Marius Jacob, 26 ans seulement, anarchiste révolutionnaire, faisait de leur entreprise une arme tournée contre le pouvoir établi et les possédants. En effet, il ne s'agissait pas là de s'enrichir par le vol, mais bien de trouver les financements qui permettraient de diffuser leurs idées. Il ne s'agit pas de parasitisme social, il s'agit de démolition. D'ailleurs, Jacob affirmera lui-même devant ses juges « Je suis entrepreneur de démolition ». Voler aux riches et utiliser cet argent pour financer la propagande anarchiste individualiste. Chacun des membres de la bande reversait 10% de sa part pour la cause, à travers, notamment, le soutien à des journaux tels Le Libertaire ou encore Germinal, publication créée à Amiens en janvier 1905 à l'occasion du procès des Travailleurs de la Nuit et qui cessera de paraître en 1913. Le retentissement de cette affaire est énorme. Assumant pleinement ses actes, Jacob endosse toutes les responsabilités pour décharger ses complices et utilise le procès comme une tribune publique. À Amiens va éclater ces théories légalistes au grand jour et Jacob réussit à faire du procès d'Amiens une affaire politique. La technique, elle est très simple. On envoie des petites piques à chacun des témoins, au président, au juré. Je capte l'attention, et une fois que j'ai réussi à capter l'attention, notamment par des mots d'humour, par exemple, un curé se pointe et, à la barre, arrive à la barre, et Jacob demande au président, mais vous le croyez si peu sincère que ça, pour que vous lui demandiez de jurer? Un autre curé passe et Jacob lui demande ce qu'il y avait dans son armoire. Et voyant l'étonnement du curé, Jacob réplique « Mais je vais vous aider, il y avait des gravures du type Fragonard ». Et évidemment, avec des répliques comme ça, la salle ne peut que rire. Donc Jacob attire l'attention, et une fois que l'attention est sur lui, on va donner un discours, on va faire de la propagande. Sa déclaration aux assises sera son manifeste, un texte intitulé « Pourquoi j'ai cambriolé ». La société ne m'accordait que 3 moyens d'existence, le travail, la mendicité, le vol. Le travail, loin de me répugner, me plaît.
Ce qui me répugnait, c'est de suer sang et eau pour l'aumône d'un salaire. C'est de créer des richesses dont j'aurais été frustré. La mendicité, c'est l'avilissement, la négation de toute dignité. Tout homme a droit au banquet de la vie. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Le vol, c'est la restitution, la reprise de possession. Je me livrai au vol sans aucun scrupule. Je ne coupe pas dans votre prétendue morale qui prône le respect de la propriété comme une vertu, alors qu'en réalité il n'y a de pires voleurs que les propriétaires. Plus loin, Jacob exhorte le peuple à s'emparer d'une pince Monseigneur pour reprendre aux riches les biens qu'il a lui-même créés et dont il a été spolié. Si je me suis livré au vol, ça n'a pas été une question de gain, de livre, mais une question de principe, de droit. J'ai préféré conserver ma liberté, mon indépendance, ma dignité d'homme, que me faire l'artisan de la fortune d'un maître. J'ai préféré être voleur que voler. Par cette déclaration, Jacob s'inscrit dans le mouvement illégaliste de l'époque, terme désignant ceux qui avaient décidé de passer à l'action violente pour s'en prendre aux riches, aux politiciens véreux, à l'Église et aux juges. Ce mouvement comprenait les propagandistes par le fait et les partisans de la reprise individuelle. Les premiers, dont l'anarchiste Ravachol est la figure emblématique, utilisent l'attentat à l'explosif. Les seconds, dont Jacob fait partie, prônent quant à eux le vol comme technique révolutionnaire. C'est une des premières fois où le vol en tant qu'acte révolutionnaire est affirmé à ce niveau-là. Alors certes, avant, il y a eu Clément Duval, il y a eu Pini, il y a eu Ortiz, il y a eu Parmigiani, il y a eu les frères Choup aussi, mais Jacob est certainement le premier qui développe durant toute la durée d'un procès le vol comme un acte révolutionnaire où il s'agit de détruire les fondements de l'édifice social. Pendant je ne sais pas combien de jours, c'est pas la société qui a fait le procès de Jacob, c'est Jacob qui a fait le procès de la société. Et tout ça relayé par de la presse qui adorait ce genre de scandale, avec les propos qui sont rapportés, c'est-à-dire qu'il a renversé, là encore une fois, tout l'ordre qui lui était présenté, que ce soit celui des curés, celui de l'armée, celui des bourgeois, enfin celui de l'État, etc. Le 22 mars 1905, le tribunal rend son verdict. L'accusé Jacob évite la peine de mort et sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. Commence pour lui la route du bagne, Amiens, Orléans, Saint-Martin-de-Ré, la Guyane. Dans son dossier figure une note du président des Assises. Bandit exceptionnellement dangereux, à surveiller de très très près. Cette recommandation n'est pas sans conséquence. Il est directement interné dans les îles du Salut, là où on garde les fortes têtes. Le but en fait de ces bagnes-là, et surtout de Cayenne, c'était mettre à l'écart et tuer. C'était une espèce de guillotine. Les bagnards l'appelaient eux-mêmes la guillotine sèche. On crevait à Cayenne, on crevait de tout. On crevait du temps, on crevait de maladies, on crevait de malnutrition, on crevait d'assassinats. Alors d'assassinats par l'administration pénitentiaire dès qu'on essayait de s'évader, ou de règlement de compte, comme il y en a toujours entre forçats, ce qui est tout à fait normal. Plus on sert dans une petite boîte, plus les choses deviennent difficiles, relationnellement parlant. Le commandant Michel, directeur du bagne, en dira. J'ai vécu près de 30 ans dans les bagnes. Cependant, un cas demeure pour moi une énigme. J'ai été mis en échec par l'un d'eux. Pendant des années, il m'a tenu tête. Je le considérais définitivement comme un dangereux ennemi de moi-même et de la société. Il fallait l'abattre pour ne pas être abattu par lui. Il s'agit de Jacob, le chef des travailleurs de la nuit. Notre administration pénitentiaire a reçu pour consigne de le tenir constamment en cellule. On craignait qu'un tel chef de bande, un organisateur doué de ce caractère froid et rusé, fût capable d'entraîner tout un pénitencier dans une révolte sanglante. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé sur les îles du Salut pendant si longtemps. Il a toujours cette propension à parler, à essayer de faire partager les idées, de convaincre les autres à ne pas baisser la tête. C'est avec une aura relativement forte, parce que tous ceux qui l'ont croisé au bagne ont continué à le dire, qu'il avait c'était, je sais pas, les militaires disaient un meneur d'hommes, mais c'est quelqu'un qui arrivait moi je pense plutôt à donner de la vie, quoi, à rendre sympathique cette idée
c'est cette idée de liberté, d'autres vies possibles, etc. La résistance de Jacob prendra plusieurs formes. Se procurant par l'intermédiaire de sa mère tous les textes de loi régissant le bagne, il engage des recours systématiques sur les conditions de détention. L'administration pénitentiaire le fera transférer 7 fois devant le tribunal, mais par 6 fois, il obtiendra son acquittement. Parallèlement à cette lutte officielle, il se fera envoyer des armes depuis la métropole, organise des attentats, des rébellions et pas moins de 19 tentatives d'évasion, près d'une par an. Mais Jacob, matricule 34 777, reste interné aux îles du Salut. Donc il y a eu un moment quand même où il a fatigué. Il a fatigué du régime cellulaire, de cet isolement dans les îles. Peut-être aussi du fait de toutes ces tentatives d'évasion qu'on ratait, et qu'on ratait souvent par trahison. Et par chance pour lui, ça a correspondu à un moment où est arrivé à Cayenne un personnage qui va être très important pour ces dernières années qui va y passer, qui est le docteur Rousseau. Et là, ça fait une espèce la rencontre est vraiment bilatérale, si on peut le dire, hein, puisqu'elle est aussi importante pour le docteur Rousseau qu'elle l'a été pour Jacob. Le docteur Rousseau, c'est pourtant un médecin militaire, mais qui arrive à Cayenne et qui ne supporte pas ce qu'il voit, qui supporte pas l'injustice, qui supporte pas la mise à mort journalière. Lui, il était en plus, il a écrit des témoignages et dont un livre, on va en parler juste par la suite. Ne serait-ce que le vol de nourriture. De cette rencontre naîtra une collaboration. Le docteur Rousseau et le bagnard Jacob écrivent ensemble un témoignage sévère sur les conditions infligées aux bagnards. Et ça, cette rencontre-là, pour Jacob, elle a été la possibilité de trouver une autre façon de résister, qui devait correspondre à un moment où il en avait marre de la lutte frontale, je pense, et que ça lui a permis de se bagarrer sur un plus long terme, et puis en même temps de créer donc du coup des appuis, parce que Rousseau était quand même le médecin, d'adoucir un petit peu cette bagarre, même si pour lui elle était toujours aussi poignante, mais quand même de l'adoucir un petit peu. Effectivement, il a été désinterné, et à ce moment-là, donc, a commencé en sa faveur, comme il y avait eu en la faveur d'autres, une campagne orchestrée encore une fois par sa mère, avec l'appui de personnes en France, l'appui de journalistes, l'appui d'autres personnes. C'est une campagne de presse qui a marché quand même, et donc qui a abouti au fait que sa peine a été commuée, et qu'il a encore fait un petit peu, quand même, il lâche pas les gens comme ça, hein, on met toujours une dernière couche. Ils auraient pu le laisser sortir après son retour de Cayenne. Non, il a encore fait 3 ans de prison en France, à Fresnes d'ailleurs, je crois, pour la plupart du temps, et puis avant de sortir définitivement. Sa mère, qui mène une campagne acharnée pour la libération de son fils, voit ses vœux exaucés en 1925. Jacob bénéficie alors d'une commutation de peine et se voit rapatrié en métropole pour y purger encore 5 ans de réclusion. Il est en réalité libéré 3 ans plus tard, le 30 décembre 1927. Il a 48 ans et vient de passer 25 ans, 8 mois et 23 jours d'enfermement. Cette libération, au-delà de la campagne de presse anti-bagne de l'époque, semble avoir été soutenue par des appuis politiques et financiers. Jacob semble avoir bénéficié de solides appuis. Libre, Jacob s'empresse de reprendre contact avec le milieu libertaire à Paris. Actif et militant, notamment dans les cercles néo-malthusiens, il assiste et organise des conférences contre le régime pénitentiaire. Dès qu'il en a l'occasion, et tant qu'il peut le faire, il anime des conférences sur les prisons, sur Cayenne, sur ce que c'est, sur pourquoi, etc. Et chose qu'il fait en rappelant toujours qu'il est un spécialiste de la question. Je le dis parce que, par exemple, il a une correspondance avec le député Ernest Lafont,
assez rapidement après sa sortie, où il signe sa correspondance par professeur à la faculté criminelle des îles du Salut. En 1930 est publié l'ouvrage du docteur Rousseau, Un médecin au bagne, auquel Jacob a largement participé. Livre tout entier dirigé contre le régime pénitentiaire de la Guyane. La même année, il ira même jusqu'à contracter un mariage blanc avec une anarchiste italienne qui fuit le fascisme. En 1931, il s'inscrit en tant que marchand ambulant au tribunal de commerce de la Seine, puis quitte la capitale et finit par s'installer comme marchand forain dans l'Indre. En 1935, sous la plume d'Alexis Danan, farouche militant anti-bagne, le journal Voilà publie un article sur la belle réinsertion de Jacob intitulé « Jean Valjean 1935 ». Celui-ci est alors présenté comme un paisible commerçant ambulant. L'homme d'action, le théoricien et l'ancien forçat semblent avoir trouvé là une paix relative. Un jour de marché, un ami forain et en même temps militant libertaire, Louis Briselance, me pose la question: est-ce que tu connais Jacob? Je lui dis non, je ne connais pas Jacob. Alors il me dit je vais te le faire connaître et en même temps je t'expliquerai qui c'est. Il était là, puis mon père il m'a dit tu vas avoir l'occasion de rencontrer Jacob, tu sais Jacob. Alors moi je connaissais l'histoire de Jacob parce que c'était un personnage chez nous, on parlait souvent de lui, quoi, mon oncle surtout, et comme ça j'étais contente, et puis en plus quand on le voit on ne l'oublie pas, hein. Oh oui, il a vraiment cette gueule-là, ça. Il fait un peu peur d'ailleurs quand il veut faire le méchant, hein, parce que, non mais moi j'ai bien aimé. Hein. C'est certain qu'il recherchait la compagnie de gens capables de comprendre son action d'autrefois. En réalité, c'était un monde un peu à part quand même un peu marginal. Il y avait un peu de tout, quoi. Il devait y avoir aussi quelques flics, mais enfin, on ne connaissait pas. Mais Jacob n'est pas un homme endormi. En 1937, pendant la guerre d'Espagne, les anarchistes catalans, dont certains sont adeptes de la reprise individuelle, attirent toute son attention. Il y voit l'occasion de soutenir la révolution espagnole, dont les anarchistes commencent à être écartés. Leurs deux principaux responsables, Buenaventura Durruti et Joaquim Ascaso, sont effectivement tués dès 1936. Se procurant un laissez-passer sous prétexte de commerce de fruits et légumes auprès de Pierre Bénard, secrétaire général de l'Association internationale des travailleurs qui préconise le soutien aux républicains espagnols, Jacob se rend en Espagne et prend contact avec la Fédération anarchiste ibérique. Moi, je l'ai revu après, et je lui dis tu es allé là-bas? Il me dit oui. J'ai dit alors? Oh, il dit, il n'y a rien à faire, ils sont fadas. C'était le mot qu'il employait fréquemment. Parce que j'ai l'impression, il ne s'est pas expliqué, et j'ai l'impression qu'il avait essayé de leur être utile, et qu'il avait échoué, il n'avait pas été pris au sérieux. Mais ce que nous avons su, c'est qu'il était allé, moi je ne l'ai peut-être pas su de sa bouche, mais d'amis à qui il s'était confié, qu'il était allé voir le marchand de canons Basile Zaharoff pour essayer d'obtenir des livraisons d'armes aux Catalans. Jacob revient alors en France, déçu par la tournure que prend la Révolution. Il reprend sa place de marchand forain. En 1938, le journal anticonformiste de Jean Galtier-Boissière, Le Crapouillot, dans son numéro spécial sur l'anarchie, replace Jacob dans l'histoire du mouvement comme l'une des plus hautes figures de la reprise individuelle.
La Seconde Guerre mondiale, comme pour beaucoup de ses contemporains, sera pour Jacob une période éprouvante. En 1940, âgé de 61 ans, il prend pour épouse Pauline Charon, qui vient habiter Bois-Saint-Denis dans l'Indre avec lui et sa mère. Cette dernière meurt en 1941, et c'est triste de ce décès ruiné financièrement que Jacob entamera les années d'après-guerre. Celles-ci commenceront par de nouveaux ennuis avec la justice. Il fera 15 jours de prison pour quelques mètres de tissu dont il n'arrive pas à justifier la provenance. Il confiera à Pierre Valentin Berthier que cet enfermement immérité lui avait paru plus pénible que tout son temps au bagne. En 1949, il relatera cette période à Jean Métron, historien du mouvement ouvrier. Pendant la guerre, j'aurais pu, comme la plupart de mes confrères, réaliser une fortune. Je ne l'ai pas fait, non par motif d'éthique, mais juste que je ne le pouvais faire. Ma pauvre mère au lit avec 2 jambes cassées. Ma compagne gravement malade, prélude de son infirmité présente. Circonstances qui m'interdisent tout déplacement. J'ai dû me contenter de commercer avec de minces répartitions au compte-gouttes. En 1939, nous avions un patrimoine de 528 000 francs. Présentement, je manque de liquidité pour me réapprovisionner, incidence négligeable en regard de la grande misère commune. Il ajoute « Ma compagne et moi sommes d'accord pour aller jusqu'à épuisement de mes ressources, puis d'en finir volontairement avec le sourire. C'est la plus sage des solutions. Je ne vous cache pas que si j'avais 30 ans de moins, au lieu de faire la respectueuse sur les trottoirs des marchés pour engraisser le macro-État, je prendrais plaisir à rendre visite à quelques trésoriers payeurs. Ce monde de gabegie, de gangstérisme légal donne la nausée. » En 1950, sa femme décède des suites d'une longue maladie. La même année, Jacob accepte de participer à l'écriture de sa biographie par Alain Sergent, intitulée « Un anarchiste de la belle époque ». Par ailleurs, ses riches correspondances n'ont pas cessé. Malgré l'âge et une santé déclinante, il entretient toujours des rapports avec le milieu libertaire, intellectuel et journalistique. Sa révolte, envers les institutions, se nourrit de nombreux courriers ironiques et moqueurs, comme par exemple une demande de carte d'électeur pour son chien Négro. La parution de l'ouvrage d'Alain Sergent lui amène de nouvelles et solides amitiés, ainsi qu'une toute dernière compagne, de 50 ans sa cadette, qui reculera d'1 année sa décision de mettre fin à ses jours. En effet, depuis longtemps, la décision est prise. Ce suicide, loin d'être un acte désespéré, est à l'image de l'homme et de sa vie, une emprise sur le destin. Eh bien, il nous a fait part de sa décision de mettre fin à sa vie assez rapidement, et il nous a expliqué pourquoi. Il nous a dit qu'il ne voulait pas dépendre de ses amis, comme il n'avait pas de famille, il voulait dépendre de personne, et surtout pas aller à l'hôpital. Et il était quand même en assez bonne forme pour selon tout ce qu'il avait vécu. Il avait des problèmes pulmonaires, il avait de l'emphysème. Et voilà, il voulait faire ça pendant qu'il était encore capable de le faire et en pleine lucidité, quoi. Qu'il était vraiment déterminé. La veille du jour fatidique, il organise un repas festif auquel il convie les enfants pauvres de la commune. Il est venu chez mes parents, donc il est venu nous inviter, ma soeur et moi, pour faire un petit mangement, comme il disait, le dimanche à midi. Bon, mes parents ils ont accepté, et puis nous sommes allés. Puis là-bas, on s'est retrouvés avec d'autres enfants. Puis on a commencé par jouer, par tout ça dehors, et puis après il nous a fait rentrer. Puis là, c'était la surprise pour nous, hein, parce qu'on n'avait jamais vu une belle table, on n'avait jamais vu des beaux couverts qu'il y avait, quoi. Et là, ça nous avait drôlement saisi. Ça nous avait arrêtés, il nous a placés, puis lui s'est trouvé au milieu de la table avec son chien à côté de lui, quoi. Et puis après, le menu exactement, je ne me rappelle pas, mais je me rappelle qu'un truc, et ça m'a toujours marqué, c'est parce qu'il nous avait fait une purée, mais un peu liquide, avec du boudin noir. C'est ça qui m'avait marqué, parce que moi, j'en ai mangé de la purée avec mes parents, mais elle était beaucoup plus raide. Bon, enfin bref, il y avait que ça. Et la limonade. Alors là, les bouteilles de limonade, il y en avait une dizaine. Hein. Elles sont parties en rien de temps. Et c'était ça. Et on n'en buvait pas, nous, chez nous. Donc automatiquement, c'était, je sais pas, c'est un instinct de voir quelque chose qui pétillait. Donc, mais on n'a pas mis longtemps à boire. Hein. Donc après, on s'est retrouvés à l'eau. Le lendemain, le 28 août 1954, Alexandre, Marius, Jacob se suicident par injection. Disparaît ce jour,
Un des derniers représentants et théoriciens de la reprise individuelle par le vol. Il le considérait comme un travail. Hein. Moi, il me disait, je pars le matin avec ma boîte à outils, je vais travailler. Et moi, j'ai ressenti que c'était un peu une mission qu'il avait. C'était ce qu'il avait à réaliser. Et c'était sa mission. Il était conditionné comme ça. J'ai ressenti ça.